Alors, on a de plus en plus de participants. Si ça vous va, on va commencer, hein. Déjà, de nouveau, bonjour à toutes et à tous, hein, et merci d'être aussi nombreux pour cette présentation. C'est la toute première fois qu'Equifinance présente un panorama des sociétés de gestion de portefeuille en immobilier sur le degré de maturité de leur pratique en matière d'investissement responsable, et notamment dans la prise en compte de l'ESG. Cette étude, donc la première, est réalisée en partenariat avec CF News Immo, dont je suis la rédactrice en chef. Et encore une fois, merci d'avoir été aussi nombreux à montrer votre intérêt pour ce panorama. Très brièvement, ce panorama, c'est 72 sociétés de gestion de portefeuille en immobilier qui ont été analysées, 72 sociétés de gestion qui sont agréées par l'AMF, qui gèrent principalement des SCPI et des EPCI. Et l'étude a intégré, bien sûr, les évolutions réglementaires, la mise en place de certifications, tout ce qui est lié au label ISR, hein, qui s'est ouvert au fonds immobilier récemment, et également les enjeux liés à la gestion des actifs en immobilier. Pendant un peu plus d'une heure, on va vous présenter ces résultats et surtout échanger avec Jean-Marc Colly, qui est président de l'ASPIM, hein, l'Association des sociétés de placement immobilier. Nous l'avons invité à venir nous dire ce qu'il pense des résultats de ce baromètre. Et on sera tout à fait intéressé par sa lecture de ces chiffres. On a aussi prévu, avant la fin du webinaire, une session de questions-réponses pour pouvoir répondre aux différentes interrogations que vous nous avez fait parvenir en nombre. Et merci beaucoup. Vous pouvez, tout au long de ce webinaire, continuer à nous envoyer des questions. On prendra vraiment le temps de cet échange avant la fin de l'événement. Avant de vous présenter ces résultats, je vais d'abord laisser chacun des intervenants se présenter en quelques minutes. On peut commencer par vous, Jean-Marc Colly. Je vais ouvrir le micro. Bonjour à tous. L'ASPIM, c'est l'association qui regroupe toutes les sociétés de gestion qui produisent des fonds immobiliers non cotés, donc les CPI, OPCI, mais aussi d'autres unités de compte que vous trouvez dans les contrats d'assurance vie ou d'épargne retraite. Voilà, ce sont nos adhérents, hein, qui réalisent tous ces produits, et nous n'en sommes que les représentants, donc la transmission de ce que eux pensent et réalisent dans ce domaine-là. Merci à Equifinance et à CF News de nous inviter à participer dans ce sujet qui préoccupe largement non seulement nos adhérents, mais aussi les épargnants, parce qu'au final, c'est aussi pour eux que l'on réalise toutes ces activités en matière d'ISR. Alors, Xavier Leroy, je vous laisse la parole. Oui, quelques mots sur Equifinance. Merci Sophie, merci Jean-Marc surtout d'être présent parmi nous, puis merci à tous les participants à cette session. Nous sommes très heureux de vous présenter donc effectivement ces résultats. C'est une première, une innovation, cette étude conduite par notre équipe. Un mot sur Equifinance. Equifinance, depuis près de 20 ans maintenant, est active dans le ESG au travers de deux activités. Une activité d'évaluation, de notation extra-financière, avec une spécificité originelle sur les ETI et les PME. Et très rapidement, nous sommes allés sur l'évaluation des actifs immobiliers, des actifs réels. Un vrai sujet, puisqu'il n'y a point de politique possible sans ces démarches d'évaluation et de mesures régulières de la performance. Et donc, Equifinance, aux côtés de ces activités d'évaluation, est aussi un cabinet de conseil. Donc, on est à la fois conseilleur et opérateur très régulièrement auprès de nos clients. Ces activités de conseil nous permettant effectivement d'aider les investisseurs, les acteurs financiers à définir des stratégies. Equifinance appartient à un petit groupe français qui s'appelle Qivalio et qui regroupe des activités ESG au travers d'Equifinance et des activités de notation crédit avec Qivalio, résultant d'une réunion d'une activité basée à Lyon qui s'appelle Spread Research. Donc voilà qui est Equifinance au sein de ce groupe. Et peut-être pour aller sur la présentation plus rapide de nos activités immobilières, et il en sera plus ensuite, je le disais, nous avons décliné notre accompagnement au travers de ces deux dimensions de conseil dans la création de fonds impact, dans l'alignement réglementaire, et c'est un sujet bien entendu essentiel en ce moment au travers de la réglementation disclosure, bien entendu également d'études
ou de définition de politique. Et puis, on ne se contente pas d'accompagner les acteurs dans cette définition, on les aide à mettre en place opérationnellement une mesure de la performance permettant de piloter les actifs immobiliers, de piloter les portefeuilles, améliorer la performance d'un côté et également reporter aux investisseurs. Voilà en quelques mots ce qu'est Etifinance. Merci beaucoup Xavier. Mehdi, je vous invite à vous présenter maintenant. Bonjour à tous, je vous remercie d'être aussi nombreux. Vous êtes plus de 150 à vous être inscrits pour nous écouter présenter ce panorama des pratiques ESG des sociétés de gestion de portefeuille en immobilier. L'année a été particulière avec l'entrée en vigueur du règlement 2019-2088, autrement appelé SFDR, qui impose aux sociétés de gestion, aux acteurs financiers dans leur grande globalité, de nouvelles exigences en matière de transparence. Et bien sûr, l'étude que nous allons vous présenter ne peut pas ignorer ce fait. Petit point sur notre étude. Merci Sophie d'avoir introduit notre vocation d'analyser les sociétés de gestion spécialisées en immobilier. 72 sociétés de gestion, principalement des SCPI, des OPCI et des OPPCI, commercialisées par ces sociétés de gestion au travers de 42 critères de notation. Cette notation, nous la réalisons à la fois sur notre plateforme OneTrack, qui est destinée à la collecte d'informations extra-financières ainsi que le pilotage des actifs immobiliers notamment. Et pour faire suite à ce que je disais sur la transparence, nous avons collecté toute l'information constituant cette étude sur la base de la documentation publique dans l'idée qu'aujourd'hui, les sociétés de gestion sont astreintes à plusieurs exigences en matière de transparence, des transparences en matière de prise en compte des risques en matière de durabilité, de la transparence en matière de reporting au niveau des fonds, de la transparence en matière de documentation périodique, de commercialisation, si bien que nous devons considérer que toute l'information doit être aujourd'hui disponible sur les sites Internet notamment, ainsi que dans la documentation produite par les sociétés de gestion. Pour la temporalité de l'étude, c'est une étude au long cours. Nous l'avons initiée en mai 2021, mais vous comprenez que dans l'univers réglementaire, dans l'univers de l'ESG qui avance très vite, nous avons été obligés de réaliser des actualisations. Une première a été réalisée en août et une seconde en novembre, afin de vous proposer aujourd'hui des résultats les plus récents, notamment en termes de conformité SFDR, notamment en termes de labellisation ISR et d'objectifs de labellisation, classification SFDR des fonds, etc. Si bien que nous sommes en mesure de mettre en perspective sur un horizon de 6 mois les progrès qui ont été réalisés, les chantiers qu'il reste encore à porter pour les 2 mois de l'année, pour les années qui viennent. Entrons dans le vif du sujet, dans ce panorama, d'abord en présentant notre référentiel de notation. Pour la faire courte, nous analysons 3 grandes familles de critères. Une première sur la démarche ESG générale. Nous allons analyser là la démarche générale de l'entité, c'est qui lui permet de construire sa démarche ESG, c'est-à-dire à la fois l'implication des collaborateurs ou la formalisation de chartes ISR, de chartes ESG. Bien sûr, comme je vous l'ai mentionné, la mention des informations réglementaires. Les différentes sociétés de gestion sont astreintes à différentes informations réglementaires. Bien sûr, elles le sont toutes à la réglementation SFDR. C'est ce que nous avons voulu évaluer cette année. Bien sûr, lorsque l'on parle de ESG, on pense également à la RSE. Cette fois-ci, toujours au niveau de l'entité, nous regardons comment les formalisations de la politique RSE ou les engagements sont appliqués au niveau du fonctionnement interne de l'entreprise. Et en creux, nous regardons également les controverses, les condamnations AMF présentes au passé. Si l'on se penche maintenant au niveau des fonds d'investissement commercialisés, aux SCPI, aux PCI et aux PPCI, nous allons à la fois regarder comment ces fonds se situent, s'ils se situent au sein de la classification SFDR, mais également par rapport au label français, au label ISR. Beaucoup de fonds immobiliers se tournent aujourd'hui vers le label ISR immobilier depuis que celui-ci est ouvert depuis juillet 2020 aux fonds immobiliers. Et bien sûr, nous allons encore une fois analyser les moyens dédiés à l'ESG qui vont constituer les fonds, c'est-à-dire au niveau de l'acquisition des actifs, de la rénovation des actifs, du contrat et du cahier des charges des prestataires, mais également le choix des prestataires.
Si l'on se penche maintenant au niveau des actifs immobiliers, qui constitue notre troisième famille de critères, nous allons analyser comment les sociétés de gestion intègrent les critères ESG dans la gestion des actifs immobiliers. Bien sûr, il y en a pléthore. On peut parler des réductions de gaz à effet de serre, d'accessibilité, de mobilité, de politique sociale au sens large. Voilà. C'est ce que nous voulons analyser, si bien que nous serons en mesure de vous présenter un panorama des pratiques poursuivies avec des proportions de sociétés de gestion qui s'impliquent dans la réalisation d'une ou plusieurs politiques ESG. Venons-en à une vision large du degré de maturité ESG du marché. Vous voyez, nous avons classifié les sociétés de gestion entre 5 niveaux, du plus haut leader, avancé, intermédiaire, limité et faible. Voilà, ce qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est que, on va dire que dans la tranche limitée faible, on arrive à 55% des sociétés de gestion. On a une approche limitée de l'ESG avec la petite différence qui pourrait se faire entre les limités et les faibles. C'est peut-être la conformité réglementaire. On peut bien sûr être en conformité réglementaire au niveau de la réglementation sur la publication des informations en matière de durabilité, mais ne pas vouloir adopter d'approche volontaire ESG, c'est ce qui va constituer le gros des sociétés de gestion spécialisées en immobilier. Puis lorsque l'on monte à partir d'intermédiaires, on va voir des pratiques qui se mettent en place, une compréhension des enjeux ESG avec une application au niveau de la gestion des actifs immobiliers, une connaissance de la classification SFDR, de la labellisation et une poursuite pour souvent un fonds d'une labellisation ISR pour plusieurs actifs d'une certification BREEAM avancée ou d'autres labels, d'autres certifications qui pourront, à une moindre échelle bien sûr, mais qui initient une pratique ESG qui tend à s'étendre au niveau des actifs, des fonds et de l'entité. Voilà. Si on se penche tout de suite aux leaders, qu'est-ce qui va constituer les leaders en termes de sociétés de gestion de portefeuille spécialisées en immobilier? C'est la structure de la méthodologie ESG qui, à tous les niveaux, présente une formalisation par une charte, par un rapport ESG annuel, à la fois au niveau des fonds, à la fois au niveau des actifs, ou alors une évaluation ESG des actifs transparente avec mise à disposition parfois des référentiels de notation. Voilà, on a des niveaux de transparence très hauts couplés par des ambitions et des moyens très élevés. Sur la classification SFDR, on retrouvera des articles 8, parfois des articles 9. Nous le verrons très prochainement. L'article 9 est un peu un Graal très difficile à atteindre pour les sociétés de gestion spécialisées en immobilier. Entrons directement au sujet de l'année. Je pense que dans les participants, beaucoup de sociétés de gestion de portefeuille en immobilier sont connectés. Je pense que c'est votre sujet de l'année, la compréhension, la mise en place du règlement 2019-2088 SFDR, entrée en vigueur le 10 mars 2021. Cela veut dire que l'année est bien écoulée, le règlement est entré en vigueur et nous sommes aujourd'hui plus de 6 mois après son application. Je rappelle les obligations pour les sociétés de gestion, des obligations en premier lieu au niveau de l'entité, qui vont passer par une mention sur le site internet de l'intégration des risques en matière de durabilité au niveau par exemple, des actifs immobiliers pour les sociétés de gestion de portefeuille et leurs actifs. Pour les entreprises, pour les sociétés de gestion qui emploient plus de 500 salariés, une prise en compte de ce qu'on appelle les incidences négatives en matière de durabilité, c'est-à-dire la pression que fait exercer les décisions d'investissement ou la nature des actifs sur les facteurs de durabilité, qu'ils soient environnementaux ou sociaux. Et enfin, une information qui peut être lacunaire, qui peut être détaillée sur comment les politiques de rémunération sont adaptées à l'intégration des risques en matière de durabilité. Notre critère pour évaluer la conformité de ces sociétés de gestion est bien sûr le respect de l'article 3 et de l'article 5, et pour les sociétés de gestion qui y sont soumises, de l'article 4. On voit, si l'on se penche sur les chiffres de novembre 2021, que la conformité parfaite au règlement SFDR au niveau de l'entité touche 40% des sociétés de gestion, tandis que 40 autres pourcents ne parviennent pas à s'aligner aux exigences du règlement. Vous voyez que nous avons également identifié une conformité partielle. Nous parlons là des sociétés de gestion qui se sont alignées, par exemple, sur l'article 3 sans avoir
peut-être pris le temps sans avoir pris la connaissance de l'article 5. On note néanmoins une très belle progression entre mai 2021 et novembre 2021. On voit que voilà, la conformité pleine au règlement s'est étendue de 7%, tandis que voilà, d'autres, on voit que les sociétés de gestion ont pris connaissance du règlement, font tout pour se mettre en conformité. Néanmoins, voilà, la norme pour l'instant semble être la non-conformité. J'invite les sociétés de gestion à se mettre au fait de ces évolutions réglementaires. Il se peut que l'AMF durcisse sa position, il se peut que les autorités de régulation de l'Union européenne aient la main plus dure aujourd'hui, 6 mois après l'entrée en vigueur du règlement. Penchons-nous maintenant, une fois que nous sommes intéressés à l'entité et à SFDR, penchons-nous maintenant aux fonds d'investissement. Au niveau des produits, c'est-à-dire les SCPI, les OPCI, les OPPCI, des informations précontractuelles doivent être diffusées et accessibles pour les potentiels investisseurs, les potentiels souscripteurs. On va retrouver exactement le même modèle que sur l'entité, une intégration des risques, une prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité qui s'appliquera à partir de décembre 2022, et également pour les fonds qui décident de se classifier article 8, c'est-à-dire promouvant des objectifs ESG, et les fonds ayant un objectif strict d'investissement responsable, toutes les informations qui prouvent l'atteinte des objectifs présents ou futurs qui doivent être développées dans l'information précontractuelle. On voit cette fois-ci que, en termes de conformité, on y est un peu moins, peut-être est-ce dû à la nature du travail qu'il est demandé de réaliser. Il s'agit parfois de mettre à jour des documentations précontractuelles existantes, de remettre à jour des process. On voit néanmoins qu'aujourd'hui, seul un quart des sociétés de gestion de portefeuille spécialisées en immobilier ont réalisé ce travail. Si l'on s'intéresse maintenant à la classification des fonds immobiliers, toujours sous le prisme de SFDR. Je rappelle que la classification s'établit comme suit. On va appeler un light green, une classification article 8, avec une certaine souplesse dans la promotion de différents objectifs E, S ou et G. Et article 9, définition stricte, investissement durable. La définition est devenue de plus en plus stricte, même entre mai et novembre. Tous les investissements d'un fonds article 9 doivent converger vers un objectif d'investissement durable préalablement défini. Il peut être large, il peut être social, il peut être environnemental. Voilà. Tout reste encore à définir. Par défaut, les autres fonds sont classifiés article 6. C'est un abus de langage en termes réglementaires, mais cela veut dire un fonds article 6 est un fonds ne faisant pas la promotion d'objectifs ESG. Il peut, dans une moindre mesure, prendre ci et là des mesures environnementales ou sociales, mais la caractéristique générale du fonds n'est pas l'investissement responsable. Les sociétés de gestion, on le voit entre mai et novembre 2021 et dans les valeurs absolues, ont un intérêt croissant pour la classification article 8. En novembre 2021, près de 25% des sociétés de gestion ont classifié un fonds article 8. C'est beaucoup, tandis que l'on voit que les fonds article 9 restent stables entre mai 2021 et novembre 2021. Ils constituent 6,9%. Peut-être est-ce dû, le caractère strict de la classification article 9 fait que il faut vraiment mettre beaucoup de moyens et peut-être est-ce un travail de long cours pour les acteurs immobiliers. Si on s'intéresse aux stratégies portées par ces quelques fonds article 9, on a par exemple un alignement minimum à la norme E2C1, des stratégies éviter, réduire, compenser en ligne avec l'accord de Paris, ou encore des réductions fléchées et ambitieuses du niveau de consommation d'électricité et d'eau. Sortons maintenant du cadre européen, revenons dans notre douce France et son label ISR immobilier. Les fonds, comme je l'ai dit en introduction, les fonds immobiliers sont éligibles au label ISR depuis juillet 2020. Peut-être M. Jean-Marc Colli pourra nous éclaircir sur ce travail, sur cet intérêt, étant donné que l'ASPIM a piloté ce travail pendant 3 ans pour voir émerger ce label. On parle d'un label public qui s'adapte d'autant plus aujourd'hui aux réalités des fonds immobiliers qu'il reconnaît les travaux visant à améliorer la performance ESG des actifs dans ce qu'on appelle une approche best in progress.
Ça répond bien sûr aux préoccupations des acteurs immobiliers disposant d'actifs rigides, promouvant des travaux de rénovation parfois longs. Et voilà, le label ISR Immobilier reconnaît voilà, ce travail de longue haleine qui est celui des acteurs immobiliers. Le label ISR Immobilier attire encore aujourd'hui, plus d'un an après son entrée. Elle concerne aujourd'hui 27 fonds, 18 sociétés de gestion. Et lorsque l'on regarde voilà, les proportions de sociétés de gestion qui ont aujourd'hui, qui commercialisent aujourd'hui au moins un fonds immobilier, on voit une nette progression entre mai 2021 et novembre 2021, avec en novembre 22,2% des sociétés de gestion qui ont fait ce travail d'obtenir un label ISR pour au moins l'un de leurs fonds. Et on voit que la labellisation reste un objectif pour de nombreuses sociétés de gestion. 16,7% dans leur communication publique, il faut le noter, déclarent poursuivre aujourd'hui cette labellisation. Revenons maintenant aux actifs. Ce que nous avons constaté, c'est vraiment la diversité des objectifs poursuivis par les gestionnaires dans leur politique de gestion des actifs. Qu'est-ce à dire? On pourrait croire que dans l'ESG, l'environnement prend une place, on va dire, prend toute la place, et le social, les parties prenantes, la gouvernance, on va dire, sont un peu les parents pauvres de l'ESG. Dans l'immobilier, ce n'est pas le cas. Intéressons-nous d'abord à l'environnement. Bien sûr, lorsqu'on parle environnement, on parle réduction des consommations énergétiques pour les acteurs immobiliers et des émissions de gaz à effet de serre. C'est un objectif poursuivi publiquement par 30% des sociétés de gestion. On voit notamment, par exemple, des plans d'action avec des objectifs de sensibilisation, de la rénovation, une plus grande efficacité énergétique, des systèmes de pompe à chaleur, etc., avec bien sûr un intérêt croissant pour les énergies renouvelables. La taxonomie reconnaît tous ces objectifs portés aujourd'hui par certaines sociétés de gestion et est à même de les mettre en valeur. On note également un gain, un renouveau, un nouveau dans la thématique biodiversité qui est poursuivie aujourd'hui par 20% des sociétés de gestion de portefeuille, bien sûr avec des ambitions différentes. On parle notamment de développement d'enclaves naturelles, de parcelles végétalisées. Bien sûr, la localisation, la nature des actifs immobiliers va faire dépendre les possibilités des politiques poursuivies. Néanmoins, cette politique est aujourd'hui reconnue par certains labels, Biodiversity ou EFI-Nature. Penchons-nous maintenant au social. On voit que en termes de proportion, on trouve plus de fois la notion, la politique de bien-être des locataires, plus qu'au sein des problématiques environnementales. Elle est poursuivie par 32% des sociétés de gestion de portefeuille. On peut reprendre, par exemple, des labels, des objectifs promus par le label ISR Immobilier, des objectifs d'accessibilité, de confort acoustique, thermique, de mobilité, mais également aujourd'hui de sécurité. Il y a des labels qui reconnaissent les politiques faites en sorte pour la sécurité des occupants, comme le label HSQ, si l'on traduit en français, haute qualité sécurité. On pense aux services rendus aux occupants, des objectifs bien sûr bien différents selon la nature du parc immobilier, qu'il s'agisse de commerce, de santé, on pense aux EHPAD, de bureaux ou de résidentiels. Néanmoins, plusieurs certifications viennent sanctionner les différentes politiques poursuivies. Si l'on parle de connectivité, on va retrouver le label Wired Score. Si on parle de bien-être des salariés, notamment dans les actifs bureaux, on peut penser au label WELL. Bien sûr, qui dit immobilier dit partie prenante. On pense aux property managers, aux différents prestataires. On pense évidemment aux locataires. Si l'on s'intéresse à ces locataires, on voit que des politiques de sensibilisation des locataires aux enjeux ESG est poursuivie à hauteur de 30%. C'est peut-être dans cette famille de critères qu'on retrouve le niveau d'ambition le plus disparate entre un livret donné aux locataires à l'entrée des locaux, ou alors, peut-être les plus ambitieuses, des comités annuels réalisés sur les enjeux ESG pour avancer ensemble sur l'atteinte de certains objectifs. Ça peut être en termes de consommation énergétique, ça peut être en question sociale. Dans la sensibilisation aux parties prenantes, c'est un objectif qui est poursuivi par un cinquième des sociétés de gestion, avec une intégration de critères ESG, que ce soit dans le choix, dans le cahier des charges, dans le contrat des prestataires ou des property managers.
voilà, si on pense à la gouvernance, ce sont des pratiques qui aujourd'hui peuvent s'inscrire au sein des sociétés de gestion de portefeuille spécialisées en immobilier. Intéressons-nous maintenant à ce qui fait qu'un leader est un leader, bien sûr sous le seul critère de notre grille de notation, et quelles sont les récurrences que l'on retrouve parmi une pluralité d'acteurs, parmi les sociétés de gestion de portefeuille. Bien sûr, certaines pratiques ne se retrouvent aujourd'hui qu'au sein d'acteurs plus avancés, d'autres se retrouvent parmi de nombreux acteurs, et on voit, si vous vous intéressez par exemple à la thématique, aux critères des moyens dédiés à l'ISR, aux moyens humains, on pense bien sûr, on voit qu'aujourd'hui, même parmi les sociétés de gestion que nous avons considérées sous nos propres critères comme limitées ou faibles, il y a aujourd'hui la volonté de mettre des moyens humains en matière d'investissement socialement responsable, ce qui nous laisse bien sûr présager que voilà, le panorama que nous réalisons à un instant T a vocation justement à évoluer. Des acteurs limités se retrouveront peut-être titulaires d'un label ISR pour l'un de leurs fonds, deviendront intermédiaires puis avancés. Les choses bougent, comme vous l'avez vu rapidement. C'est quelque chose qui justement nous laisse présager du mieux. Si on s'intéresse maintenant aux pratiques que l'on ne retrouvera que chez les acteurs les plus avancés, voilà, on est sur des questions de transparence. On pense au reporting ISR sur la gestion d'actifs de la société de gestion, ou plus encore le reporting ISR ou ESG au niveau des fonds d'investissement. Là, on voit que seuls les acteurs les plus avancés réalisent ce reporting, ce travail de transparence souvent annuel. On le comprend, c'est des moyens humains, financiers, d'accès à la donnée. C'est bien sûr un enjeu crucial. C'est néanmoins quelque chose qui fonde, on va dire, à la fois la légitimité des leaders pour être dans leur notation. Venons-en bien sûr à la conclusion. Je pense que les autres invités et vous-même auront beaucoup de questions, beaucoup de choses à nous apporter. Aujourd'hui, voilà, le secteur de l'immobilier fait face à des attentes très fortes. Un dernier rapport des Nations Unies montre le poids du bâtiment, de l'immobilier en termes de consommation énergétique et de gaz à effet de serre. On est à hauteur de 30%, 40% pour les deux notions. Néanmoins, on constate qu'au sein des investisseurs, au sein des sociétés de gestion de portefeuille spécialisées en immobilier, on a quand même une maturité ESG encore faible, un peu plus faible que le reste du marché. Mais voilà, on voit une volonté de s'insérer progressivement dans une dynamique globale de responsabilité. Deux enjeux clés cette année notamment et l'année prochaine, la réglementation qui évolue rapidement au niveau européen, SFDR, la taxonomie également, nous n'avons pas pu en parler. Je pense que l'année prochaine, lors de son entrée en vigueur, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Et au niveau français, l'article 29 qui vient pousser encore plus loin les exigences de SFDR et pour certains des acteurs, décrets tertiaires qui s'appliquent également. Un autre enjeu, bien sûr, et qui va, je pense, dicter la majorité des pratiques, des analyses, des agences de notation, des investisseurs, c'est une attention particulière aux exigences en matière de transparence, notamment, bien sûr, en termes d'information réglementaire, mais également tout ce qui va ressortir du reporting volontaire, de la mise à disposition d'informations qui permettent à l'investisseur de faire des choix éclairés selon ses objectifs d'investissement durable. Il s'agit de deux chantiers à porter haut au sein des sociétés de gestion de portefeuille. Et voilà, je pense que vous avez des questions. Sophie en a relevé. Passons à ce moment de questions-réponses. Absolument, merci beaucoup Mehdi. Merci d'abord pour cette présentation très détaillée, très précise. On voit qu'il y a des chiffres qui interpellent. Je retiens notamment à la question quel est le degré de maturité des sociétés de gestion de portefeuille en immobilier. Votre chiffre, 55% des sociétés de gestion qui ont une maturité ESG faible ou limitée. On voit qu'il y a une marge de progression à faire. On voit néanmoins, et vous l'avez bien souligné, que les sociétés de gestion se donnent de plus en plus de moyens, notamment des moyens humains, pour pouvoir s'approprier tous ces enjeux. Jean-Marc Colly, vous qui connaissez très bien ces gérants de SCPI, au PCI, au PPCI, quels sont les résultats, les chiffres qui ont retenu votre attention? Alors, ça va paraître bizarre, mais globalement, je suis assez satisfait par les chiffres, ou du moins par la progression des chiffres.
Bon, si on les regarde avec aridité, bon, a priori, peu de gens respecteraient, peu de gens seraient voilà, réellement impliqués, ou du moins avec un peu de retard. En réalité, je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous avez regardé à juste raison d'ailleurs, hein, ce qui étaient les publications sur les fonds, les publications réglementaires pour analyser ou faire cette analyse. Et on ne voit pas dans tout ça le travail qui est fait à l'intérieur des sociétés de gestion pour se mettre au niveau de cette réglementation et de ses ambitions. Et là, il est beaucoup plus fort que la réalité des chiffres que l'on voit. La progression d'ailleurs entre le début de l'étude et le mois de novembre est assez forte et traduit effectivement ce travail qui est réalisé à l'intérieur des sociétés de gestion pour parvenir à ce que, bien sûr, nous respections la totalité des obligations réglementaires. Alors même si le régulateur a dit, voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour vous adapter, voilà, l'ambition de l'ensemble des sociétés de gestion, c'est bien de respecter la totalité de ces obligations. Mais au-delà des obligations, je crois qu'il y a une prise de conscience extrêmement forte des sociétés de gestion sur l'intérêt et la responsabilité des gens qui font de l'immobilier pour, entre guillemets, sauver la planète et faire tous les efforts nécessaires pour voilà, que le monde immobilier, qui représente donc 30% des émissions de gaz à effet de serre, etc., voilà, soit à la hauteur des attentes et du risque qu'il représente. Alors, pourquoi on en est là? En réalité, c'est que je crois que, premièrement, les sociétés de gestion ont des préoccupations bien sûr importantes en matière de ESG, mais elles ont aussi l'obligation de donner de la performance à leurs clients. Et dans cette période de pandémie et de difficultés que nous avons traversées, où il a fallu se consacrer à nos locataires, à les aider à traverser cette période pour maintenir l'encaissement des loyers, la distribution des revenus à nos clients, c'est vrai qu'on a peut-être eu un tout petit peu moins de temps pour s'intéresser immédiatement à la réglementation, celle qui a été mise en place. Ça, c'est la première explication. La deuxième, cette réglementation, voilà, elle s'est mise en place progressivement, pas toujours complètement, et qu'il a été difficile pour tous les acteurs, même quand des entités comme l'ASPIM publient un guide sur un certain nombre de pratiques qui doivent être respectées, difficilement voilà, de passer de la réglementation figée aux résultats qu'ils doivent obtenir parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et on voit encore que ça bouge dans ce domaine-là et qu'il faudra tenir compte dans la notation qui est faite de leur respect de la proximité, de la finalité de la réglementation qui n'est pas toujours arrivée en temps et en heure pour leur permettre de s'adapter. Ensuite, moi, ce qui me marque quand même vraiment, voilà, c'est cette implication pour sauver la planète, réduire les gaz, les émissions, la consommation, enfin tout ce dont on a parlé, dont on parle beaucoup. Il faut aussi se rendre compte qu'en matière immobilière, et la raison sans doute aussi pour laquelle la proportion de gens qui sont déjà prêts est un peu plus faible que celle des gens qui ne le sont pas encore, c'est qu'on parle aussi beaucoup de patrimoine existant. Et qu'il est beaucoup plus compliqué pour une société de gestion qui gère, alors je ne parle même pas du nombre de fonds, mais du nombre d'actifs, 100, 200, 300, 400, 500, de se mettre immédiatement en ligne pour prendre les engagements, les mesurer, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup d'acteurs qui avaient des fonds sans doute plus jeunes, moins denses en actifs immobiliers, qui se sont plus vite mis à jour que ceux qui doivent faire un travail même si, voilà, avec le temps, tout ça, au contraire, se rééquilibre et qu'on voit aussi les acteurs avec des patrimoines importants se mettre à ce niveau-là. Donc, là encore, le fait qu'il y ait ce patrimoine ancien par rapport au patrimoine nouveau est sans doute une des raisons pour lesquelles les gens ont été un petit peu moins rapides. Et puis, il y a tout le particularisme des secteurs d'activité. Parler du bureau, voilà, on parle de l'essentiel de la masse, mais on a aussi des préoccupations énergétiques en matière de santé, en matière de logistique, en matière de résidentiel, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut à chaque fois adapter le référentiel, les engagements, tout ça, et c'est pas aussi simple qu'on était. Donc, moi, ce qui me marque, c'est voilà, d'abord, la volonté clairement de faire des progrès dans ce domaine-là. En réalité, on travaille beaucoup dans les sociétés de gestion, vous l'aviez souligné, par le personnel qui est à l'intérieur, les gens qui y sont affectés. Parfois des difficultés aussi de recrutement et de compétences pour trouver des gens qui vont vouloir faire ce métier dans les sociétés de gestion. Et je pense que vous allez voir au fur et à mesure du temps que, je pense que le juge de paix, ça sera 30 juin l'année prochaine, quand tous les rapports annuels seront sortis, quand tout sera fait. Et là, je pense qu'on verra des sociétés de gestion qui respecteront bien sûr largement toutes leurs obligations et avec un engagement fort dans le domaine ISR.
Merci Jean-Marc. Je rebondis sur une question qui vient de nous être posée. Si nous allons citer des noms de sociétés de gestion qu'on considère comme leaders en matière d'ESG, alors je réponds pour Etefinance, mais bien sûr, Xavier ou Mehdi, vous pouvez intervenir. Etefinance a volontairement voulu ne pas citer, mettre en avant de noms. Les intéressés se reconnaîtront, hein, mais en tout cas, l'idée, c'est pas de mettre en avant des noms de sociétés. Sachez en tout cas que cette étude a montré que des grandes sociétés de gestion, bien sûr, faisaient partie des leaders, mais qu'aussi des acteurs de plus petite taille étaient aussi très, très, très bien placés dans cette mise en place et cette appropriation des enjeux ESG. Donc voilà, pour répondre à votre question, il n'y aura pas de nom cité de leader. Jean-Marc, Sophie, compléter, oui, pas de palmarès, hein, c'est pas l'objectif de l'étude, en sachant que, en plus, les chiffres d'aujourd'hui vont changer du fait de cette mise en place progressive. Simplement, ce qu'on peut savoir et ce qui est public, c'est les sociétés qui font labelliser leurs fonds sont généralement parmi les plus avancées et donc l'information est assez facilement appréhendable. Tout à fait. Merci Xavier. Jean-Marc, on continue à être très intéressé par votre point de vue sur cette étude. Vous l'avez souligné, il y a cette adaptation aux évolutions réglementaires qui ne sont pas toujours faciles à intégrer ou à appréhender. Est-ce que vous constatez un passage chez les gérants de fonds d'une pratique ESG volontaire au départ à une pratique aujourd'hui qui est plus réglementée, plus cadrée? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, juste dire que les sociétés de gestion en matière immobilière, hein, c'est un peu comme M. Jourdain, elles ont fait de la prose sans le savoir ou sans être réellement obligées. Depuis 2007, un Grenelle de l'environnement qui touchait particulièrement l'immobilier, on a été extrêmement attentif à la réduction des consommations de nos bâtiments. C'était ça le début de la politique ESG des sociétés de gestion, et ça date depuis 2007, où vous avez vu fleurir d'ailleurs tout un tas de labels dont on se souvient moins bien d'ailleurs, HQE, BREEAM, tous ces labels qui traduisaient des efforts faits par des sociétés de gestion pour réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments, sans aucune contrainte, uniquement sur la base du volontariat et sans aucun avantage fiscal. C'est ça ce qu'ont fait toutes les sociétés de gestion, globalement de 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui, en appliquant des réglementations, ça s'appelait plus la RT à l'époque, mais la réglementation énergétique, RT, réglementation technique, 2012, etc., qui ont renforcé toutes ces contraintes. Donc, nous avons déjà travaillé sur la base volontaire et sans sanction particulière. Alors, ça nous est plus facile aujourd'hui de passer dans quelque chose de plus réglementé, même si c'est plus contraint. Donc, passer du volontaire au réglementé, ça ne nous posera pas beaucoup d'efforts, sauf que l'ambition, bien sûr, a augmenté entre-temps. On ne parle plus seulement de consommation énergétique, il y a tout un tas de critères d'abord environnementaux. Et puis la nouveauté, et notamment autour du label ISR, c'est qu'il n'y a pas seulement des critères environnementaux, il y a aussi des critères sociétaux. Mehdi l'a parfaitement dit tout à l'heure, sur le bien-être et que ça, c'est pas aussi simple à mettre en place que bien sûr la réduction d'une consommation qui pourrait être mécanique. Là, voilà, il faut changer les comportements. Ça tombe aussi à un moment où le comportement des gens à l'égard des actifs immobiliers, de ce qu'ils en attendent, bouge beaucoup. Si on parle du télétravail, si on parle de l'évolution des bureaux, et que ça, voilà, comment juger un critère subjectif de satisfaction des gens au travail quand leurs besoins eux-mêmes changent, donc il faut aussi s'adapter. Et c'est là aussi la difficulté de cette partie plus réglementée sur le système sociétal, c'est que ça bouge, que c'est mouvant et qu'il faudra encore s'adapter. Donc, un passage du volontaire au réglementé qui ne nous pose pas beaucoup de difficultés, modulo aussi la stabilité de la réglementation, parce qu'on peut choisir de se soumettre à une réglementation, alors il faudrait qu'elle ait une relative stabilité. Alors relative, c'est compliqué, puisque bien évidemment, tous ces éléments, alors je parlais des éléments sociétaux, mais énergétiques aussi, ça bouge en permanence, et on voit bien que cette réglementation, elle continue à bouger. Meilleur exemple, vous avez un label ISR qui est sorti l'année dernière, dont on parle déjà de la modification. On attend toujours les fameuses RTS définitives au niveau de l'Europe pour savoir quels vont être les objectifs, les contraintes au niveau énergétique et réglementaire. Donc tout ça, ça bouge et c'est compliqué. Il faut comprendre que pour les sociétés de gestion, c'est compliqué de se mettre à jour ou d'être à la pointe de ce qu'on devrait faire dans quelque chose qui évolue en permanence. Après, dernière question qui se pose, c'est tous ces engagements qu'on prend, il va falloir les mesurer dans le temps et en apprécier la réalisation. C'est parce que la différence entre un label qui est une mesure à un instant T sur un plan
je sais pas, d'une performance énergétique. C'est pas tout à fait la même chose que durablement dans le temps mesurer ce qu'on fait, les progrès et les efforts. C'est une dimension temps dans lequel on n'a pas commencé de rentrer, ni les uns ni les autres, mais dans lequel on va rentrer, c'est-à-dire qu'il va falloir collecter toutes ces informations, les rassembler, les mesurer, les comparer, les juger. Et ça, c'est le nouveau travail qui doit être fait dans la société de gestion, avec des moyens qui ne seront pas forcément intérieurs, mais extérieurs, des gens chargés de collecter toutes ces informations. Et que là encore, l'ambition et l'enjeu de tous ces labels, c'est le temps, et c'est plus des labels qui se limitent à un instant T, mais c'est des labels qui vont s'inscrire dans le temps. Donc là aussi, beaucoup de travail dans ce domaine-là qui restera à faire dans les années à venir. Et puis, dernière question, et si on ne respectait pas les engagements pour une société de gestion, pour un fonds, qui étaient ceux qui avaient été écrits ou qui ont été écrits dans les publications réglementaires, dans l'activité, parce que parfois c'est toujours compliqué. Ça va être quoi la sanction? Ça va être quoi la perception par les clients? Alors, je le dis très clairement, vous avez un fonds labellisé ISR, et puis malgré tous les efforts faits par la société de gestion, notamment qui possède de l'immobilier ancien, on n'arrive pas à atteindre exactement la performance ou la stratégie parce que tout ne s'est pas mis, les progrès techniques n'ont pas été non plus à la hauteur de ce qu'on attendait. Et si on perd le label, que vont penser les clients, ceux qui sont venus, qui ont souscrit au produit parce qu'il avait son label? Donc, ça va poser aussi des questions derrière, lourdes, au-delà de la mesure de la performance dans le temps, des conséquences résultant de quelque chose qui est plus réglementé et moins volontaire qu'il ne l'était, bien sûr, avant toutes ces dispositions. Et ça, c'est devant nous, et c'est pas encore à l'intérieur. Et bien sûr, par hypothèse, Equifinance ne peut pas l'avoir mesuré, mais dans l'avenir, c'est ce qu'il faudra regarder. Donc, pas de problème pour passer du volontaire au réglementé, pas de problème pour élargir l'univers, sortir de l'énergétique et de regarder l'aspect social, à condition qu'on ait une réglementation qui soit à peu près stable, et puis que dans le temps, on règle ces problèmes de mesure. C'est ça, globalement, ce que pensent les sociétés de gestion du projet actuel. Merci Jean-Marc. C'est vrai qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais on voit qu'il y a quand même un engouement, ou en tout cas une vraie appropriation des acteurs de ces enjeux. Dans les engouements que cette étude a mis en avant, Mehdi l'a rappelé, le label ISR. L'ASPIM a fait un travail important sur l'ouverture de ce label au fonds immobilier. On voit en plus en quelques mois là, que ça a pris. On est vraiment sur une pratique presque volontaire, avec toujours plus de fonds qui vont obtenir ce label. Est-ce que vous constatez cet effet label ISR immobilier au sein des gérants de fonds? Oui, alors évidemment, je vous donne les derniers chiffres, comme ça vous aurez ceux que l'on a. Aujourd'hui, il y a 36 fonds labellisés, 21 sociétés de gestion qui ont fait cette démarche, et ça représente à peu près 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc là encore, un peu comme ce que Mehdi voyait, une progression tous les mois de ces labellisations, et puis avec un univers et un panorama des sociétés de gestion qui va des grosses aux plus petites, des françaises aux étrangères, une large appropriation par la profession de ce label, qui a comme mérite quand même d'être un label d'abord entre guillemets étatique, pas un mauvais sens du terme, c'est-à-dire que là il est harmonisé, discuté, c'est pas quelque chose qui est fait dans son coin par une structure ou une notation qui est non, c'est un label d'État qui vient d'être doté d'un nouveau comité de pilotage extrêmement sérieux et qui sort des acteurs de tous les jours, mais qui va devoir quand même les écouter, ces acteurs de tous les jours, mais qui est un comité de place qui va s'occuper de tout ça. Et bien évidemment, la SPIM prend une part significative, ou aimerait prendre une part significative, dans le suivi de ce label, un peu comme elle l'a pris dans la constitution du label lui-même. Donc oui, c'est une bonne chose. Alors, modulo, ou pas modulo, mais il va falloir aussi que tout ça, premier point, ça se coordonne au niveau européen. Je vois bien le difficile passage de Mehdi entre article 8, article 9, le label ISR. Il n'échappera à personne que les sociétés de gestion aujourd'hui françaises travaillent sur des actifs qui sont dans toute l'Europe et qu'ils ne peuvent pas avoir d'un côté un label ISR sur un fonds qui ne reconnaîtrait pas le travail qu'ils auraient fait en Pologne, en Italie, en Espagne. Donc, il faut que tout ça s'harmonise.
hein, et que la réglementation européenne parle en même temps ou soit bien l'écho, ou que la réglementation française soit bien l'écho de la réglementation européenne. On ne peut pas avoir une différence entre les deux. Sinon, bien évidemment, on va arriver à un problème de choix pour les acteurs. Qu'est-ce que je fais? Je me labellise plutôt article 8, 9 ou voilà, une réglementation européenne, où je regarde mon label franco-français, certes piloté par un comité parfaitement fait, plus sociétal et peut-être moins énergétique, mais voilà. Mais donc il ne faut pas qu'on ait ce genre de discours. Donc il faut que tout ça se s'harmonise, hein, et que l'ambition, parce que nos gérants travaillent à l'étranger, ils vont y travailler de plus en plus, parce que leurs actifs sont souvent cités là-bas, et pour peu qu'ils distribuent leurs produits dans le reste de l'Europe, il faut aussi que voilà, tout ça, ça part. Donc un gros travail d'harmonisation, hein, et d'application des labels et du label ISR à côté de ce marché européen. Deuxième point fondamental, on en parlait tout à l'heure, c'est les actifs neufs, c'est pas le problème. La nouvelle réglementation énergétique 2020 sera appliquée, voilà, plus ou moins brutalement, hein, mais voilà. Par contre, les actifs anciens, c'est extrêmement compliqué, quoi. Il va falloir que tous ces engagements, toutes ces mesures soient aussi adaptées à la réalité de ce que l'on vit tous les jours dans les actifs anciens. Alors, comment on va les faire progresser? Il est presque plus difficile de faire progresser un actif ancien que de construire un actif neuf performant. Donc, comment est-ce qu'on va régler tout ça dans le label? Comment on va en tenir compte? Alors, le label ISR, c'est une chose, mais également au niveau européen, où là, on sent, article 9, on serait plutôt que sur du neuf, et article 8, plutôt que sur de l'ancien. Ça explique peut-être aussi, d'ailleurs, pourquoi on a plus d'article 8 que d'article 9 dans la petite étude, dans l'étude qu'a fait Equifinance. Mais tout le monde aimerait bien arriver à l'article 9, mais il faut que l'article 9 soit aussi la traduction, non seulement d'une situation à l'instant T performante, mais aussi du progrès qu'on peut réaliser. Deuxième, autre point, il nous faudra du temps. Parce que bien évidemment, en matière immobilière, la transformation, le meilleur comportement énergétique d'un immeuble, ça suppose des investissements et parfois des investissements lourds. Et que ces investissements lourds, ils sont supportables dans un programme d'entretien global d'un immeuble sur le temps. Il y a celui construit et celui où je le restructure. Entre les deux, il sera utilisé, mais peut-être pas, il ne fera pas des progrès extraordinaires. Par contre, c'est au moment où il sera restructuré lourdement, où là, on fera sans doute les progrès les plus hauts. Il faut donc que toute cette réglementation, pour les immeubles anciens, s'intègre dans ce temps un peu plus long. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que si on veut ou raccourcir le temps ou accélérer le process, il va falloir que les sociétés de gestion, les gérants pour les fonds, consacrent beaucoup de moyens au détriment très clair de la performance du fonds. Parce qu'on ne peut pas à la fois avoir des loyers relativement stables et puis des coûts relativement élevés sans que ça ait une influence sur la performance. Et que là, la société, la profession dit il faudra peut-être aider les acteurs qui font ça à peu près comme vous aidez les particuliers. Il n'y a pas de raison qu'un particulier touche beaucoup de subventions quand il isole correctement sa maison et qu'un acteur institutionnel, qu'il soit l'État, qui a le plus de travail à faire déjà dans ces bâtiments publics, ou les investisseurs institutionnels, n'ait pas une partie d'accompagnement si on veut réduire le temps de mise à niveau des actifs sans les intégrer forcément dans un programme long. Alors la profession propose voilà, peut-être un amortissement ou un quasi-amortissement de ces travaux destinés à des économies d'énergie pour permettre de rendre supportable la performance, mais c'est quelque chose dont il faudra qu'on tienne compte, l'objectif de temps par rapport à l'objectif de coût et à l'objectif de performance. Parce qu'au final, et c'est ce que je veux dire aussi dans ce domaine-là, c'est que nos clients, mais quels qu'ils soient, les porteurs de parts de produits financiers pour immobiliers, ils attendent aussi de leurs produits de placement de la performance. Et qu'on ne peut pas leur expliquer, il faut d'ailleurs leur expliquer, être très transparent là-dessus. On ne pourra pas protéger la planète sans que ça ait une conséquence sur les coûts de ce qu'on va y mettre et donc sur la performance. C'est vrai partout, développer des éoliennes, du photovoltaïque, des centrales nucléaires, ça coûte de l'argent, il va falloir trouver le budget pour le faire. Et bien en immobilier, c'est la même chose, protéger. Et qu'il faut qu'on explique que ça ne se fera pas au détriment de la performance. On va tout faire pour essayer de maintenir cette performance, mais que ça pèsera nécessairement. Mais que l'ambition de sauver la planète et d'être plus efficace, il est au-dessus de ça. Et c'est ça en réalité ce que les gens nous disent quand ils regardent des produits ISR ou ESG, c'est on veut participer à ça, faites-le et on sera tant mieux si vous maintenez la performance au niveau où vous voulez. Par contre, on est prêt à faire un peu d'effort pour que les résultats que nous souhaitons avoir ensemble pour la planète soient respectés par les produits que nous gérons. C'est aussi ça l'ambition des sociétés de gestion que représente la SPIM. Merci beaucoup Jean-Marc. Évidemment, votre avis là-dessus est extrêmement pertinent et c'est intéressant d'avoir tout ce retour et d'avoir la confrontation entre évidemment des chiffres et une réalité de terrain.
On reçoit pas mal de questions, hein. Merci pour votre intérêt. Donc, on va bientôt passer à la session questions-réponses. J'ai une dernière question pour vous, Jean-Marc. Sur se donner les moyens, alors vous l'avez dit, hein, il y aura des coûts, il y aura peut-être des performances à acter, en tout cas un niveau de performance à acter. Au niveau des moyens humains, est-ce que vous, au sein des membres de la SPIM, hein, ou en tout cas des sociétés de gestion, vous constatez que en moyens humains, on commence à avoir une envie plus forte, ou en tout cas de se donner un peu plus de personnes pour gérer tous ces enjeux. Oui, alors, moi, dans les sociétés de gestion, j'écoute ce qu'ils disent, mais je vous donne l'exemple de la SPIM parce qu'il est assez représentatif de tout ça. On sent bien dans les sociétés de gestion, oui, tous ces services qui vont justement s'occuper de l'analyse des produits, des conséquences, des travaux qui vont être faits. Ça va générer énormément d'emplois. Il y a 2 ans, c'était conformité et risque là, on sent que la pression sur les activités qui tournent autour de l'ISR et de l'ESG, en moyen humain, est relativement importante. On se heurte aussi à ce qui existe un peu partout, hein, dans ces domaines un peu nouveaux, il y a beaucoup de postes, il n'y a pas toujours beaucoup de candidats ou de candidats formés. Donc, je pense qu'on va avoir un temps dans lequel il va falloir qu'on forme tous ces gens pour qu'ils puissent travailler à l'intérieur des sociétés de gestion. Et puis, il n'y a pas que les sociétés de gestion. Il y a tous les prestataires. Hein. Encore une fois, quand il va falloir mesurer les performances, suivre, je pense qu'il vaut mieux que ce soit externalisé par rapport à la société de gestion. Et là encore, tous ces acteurs vont devoir se doter de moyens pour qu'on puisse les utiliser. Alors, si je prends, donc oui, un aspect humain fort et un aspect formation sans doute important, hein, pour que ces gens puissent arriver et faire le travail souhaité. Moi, je donne juste l'exemple de la SPIM. La SPIM, nous sommes il y a 6 permanents, 2, 4, 6, oui, voilà, 6 ou 7 permanents. La part prise par l'ISR, hein, Véronique Nadieu, qui est la déléguée générale qui s'en occupe avec conviction, force, n'était même pas suffisante à elle toute seule, et nous avons dû prendre quelqu'un en plus, hein, à côté d'elle pour s'occuper donc sur les gens de la SPIM, hein, qui s'occupent beaucoup du réglementaire, de beaucoup de choses autour des sociétés de gestion. 2 personnes sur 7 se consacrent fortement à cet aspect ISR. Ça donne une idée quand même du poids pris par cette activité au sein des sociétés de gestion, même si ce ne sont pas sociétés de gestion. En tout cas, la préoccupation qui nous renvoie nous conduit à renforcer ces moyens déjà importants. Et ça, c'est quand même la traduction de ce qui va se passer sur le marché. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va maintenant passer à la question de session, à la session de questions-réponses. Alors, on va reprendre on a reçu des questions en amont de cet événement. Donc, je vais prendre une première question qui sont: quelles sont les initiatives des asset managers pour couvrir le S et le G dans ESG? Mehdi, vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être que vous pouvez un peu approfondir ce point. Oui, bien sûr. Alors oui, on a présenté justement les politiques conduites qui sont dans une proportion de près d'un tiers des sociétés de gestion qui poursuivent des politiques sociales dans le sens large. Il faut bien sûr donner une réalité à ce social. Nous avions mis en avant en effet des politiques de confort, des politiques d'accès à la mobilité. Nous pouvons également penser, nous ne l'avons pas mis en avant, mais des politiques sociales dans le sens liées à l'encadrement des loyers, avec réduction des inégalités, etc. C'est des politiques qui peuvent être construites. Elles peuvent être construites, également reconnues par différentes certifications et différents règlements. Aujourd'hui, le règlement SFDR reconnaît ce type d'approche et justement une politique sociale qui viserait à réduire les inégalités, à apporter peut-être moins de précarité à certaines populations, pourrait être reconnue dans un fonds classifié article 8 et pourquoi pas article 9. Et je pense que si on s'intéresse encore à la réglementation, ce qui pourrait flécher et peut-être faire du bien aux politiques sociales et également dans l'immobilier, c'est l'avènement d'une taxonomie sociale à l'image d'une taxonomie environnementale qui reconnaîtrait des pratiques que des acteurs immobiliers peuvent également poursuivre pour s'intégrer justement dans des problématiques sociales bien précises qu'ils pourraient choisir, bien sûr. Je pense que le chantier pour le social est encore à venir, même si les acteurs immobiliers s'en sont saisis déjà. Et sur les questions de G, c'est-à-dire de gouvernance,
On a aussi présenté tout ce qui était relations parties prenantes, etc. On a assez peu parlé, même si nous l'avons mentionné, des politiques liées à la RSE. Bien sûr, les sociétés de gestion en tant qu'entité, en tant qu'entreprise, peuvent, dans leur fonctionnement interne, avoir des pratiques de bonne gouvernance, etc. Elles font aujourd'hui peu preuve de transparence. C'est peut-être un chantier qu'il s'agirait de mettre en place au sein de ces sociétés, une plus grande transparence sur la gouvernance interne. Ça peut être au niveau des instances de direction, de parité, de diversité, etc. Voilà différentes pistes. Bien sûr, on ne peut pas toutes les couvrir et il y a encore beaucoup de choses à attendre à la fois au niveau français et européen. Et j'espère avoir répondu à votre question. Peut-être que les autres personnes ici présentes pourront compléter cette réponse. Oui, Mehdi, et Sophie, si me permettez, pour compléter, n'oublions pas que dans l'immobilier, ça embrasse également tout ce qui concerne le tourisme. On a parlé des EHPAD, autant d'activités qui sont dans les territoires, et cette dimension territoriale avec tous les emplois induits et indirects que cela procure sont également des dimensions que l'on peut voir prendre en compte, qu'on verra prendre en compte de plus en plus probablement, puisqu'on a vu avec l'effet Covid, le fait qu'un certain nombre de personnes changent de lieu de vie et vont dans des villes plus moyennes. Donc aussi cet élément qui peut être un élément important dans ce qu'on appelle l'empreinte territoriale. Merci. N'hésitez pas, je m'adresse aux participants si vous souhaitez encore rebondir sur ces réponses. Je continue dans la liste des questions qui nous ont été posées. Alors, un participant nous a demandé, y a-t-il une grande différence entre la mise en place des pratiques d'investissement responsables selon qu'il s'agisse d'une société de gestion avec un important volume sous gestion ou d'une plus petite société ? Alors, Mehdi, peut-être, vous pouvez, ce que vous avez perçu à travers l'analyse de ces 72 sociétés de gestion. On pourrait dire qu'il y a une forme de paradoxe dans ce sujet. Dans notre classement, il se trouve que ce sont, on va dire, ce qu'on appellerait les mastodontes qui prennent les meilleures places. Ce qui voudrait dire que ces acteurs qui ont peut-être plus de moyens dédient des moyens à l'ESG, à l'ISR bien plus importants. Et ce qui explique en termes de transparence, en termes de communication, de politique poursuivie, de diversité de politique poursuivie du fait des moyens humains et des moyens financiers que ceux-ci disposent, ils sont en capacité d'être plus avancés sur l'ESG. Néanmoins, je mettrai quand même une petite réserve. Nous avons pu voir de nouveaux acteurs émergents commercialisant parfois un seul fonds, pouvant se classifier également parmi les leaders, ce qui veut dire que il n'y a pas de corrélation stricte entre taille, volume sous gestion et avancée ISR. Et pour reprendre ce qu'a dit M. Colli, dans une certaine mesure, les sociétés de gestion, on va dire, historiques, qui sont parfois aussi les plus grandes, disposent d'un nombre d'actifs très important et sont soumis également à des échéances réglementaires qui leur demandent de mettre en œuvre des moyens très, très importants. On pourrait se dire que la taille pourrait également être un frein à la mise en place d'une politique ESG sur toute la chaîne de valeur, sur l'ensemble de la politique de gestion des actifs. Aujourd'hui, nous constatons, peut-être est-ce dû au fait que les questions réglementaires sont dans un état pas encore complètement avancé. On n'attend pas aujourd'hui au niveau de tous les fonds une certaine forme de transparence. Je pense que si aujourd'hui les plus gros acteurs ont pu montrer qu'ils étaient les plus avancés en termes de ESG, je pense qu'avec l'inflation réglementaire, ils auront de plus en plus de mal à suivre cette réglementation, tandis que des acteurs émergents, nouveaux, décidant par exemple, dès l'ouverture de leur fonds d'investissement, de rechercher un label ISR, de classifier immédiatement leur fonds article 8, article 9, pourront faire concurrence, en termes de notation bien sûr, à des gros acteurs implantés qui dédient des moyens très importants, je vous l'assure. Jean-Marc, vous avez peut-être aussi un avis à partager sur cette question ? Non, mais encore une fois, moi, ce que dit Mehdi, c'est la réalité. Oui, d'un côté, des sociétés de gestion qui ont des moyens plus élevés parce qu'elles sont plus grosses pour mettre tout ça en ligne un peu plus facilement, mais d'un autre côté, une complexité à le mettre en ligne sur des paquets d'actifs qu'ils détiennent, ça, c'est de la vraie difficulté.
Et vous noterez d'ailleurs que si elles ont des politiques au niveau des sociétés de gestion, les labels sont parfois obtenus sur des fonds, ou au départ, sur des fonds qui étaient plus petits, sur des fonds en l'enfant, y compris par ces grosses sociétés de gestion, parce que c'était effectivement plus simple. Mais c'est pas parce que c'est plus simple en affichage qu'il faut pas s'attaquer au plus compliqué, c'est-à-dire les patrimoines existants, on en revient toujours à la même chose, et que c'est ce travail qu'elles sont en réalité aujourd'hui en train de faire, petite ou grosse d'ailleurs, et qui sera la traduction demain de l'augmentation des volumes des patrimoines gérés par les sociétés de gestion avec une vision ISR qui sera plus importante. Voilà, mais la taille et les enquifs sont un élément malheureusement encore assez lourd, même s'ils donnent plus de moyens. Je voulais juste vous dire 2 secondes sur la réflexion précédente, juste pour redire quand même, parce qu'on ne le dit pas assez, l'immobilier, c'est souvent prédit, on l'a toujours dit, d'ailleurs, les précédentes élections présidentielles avaient expliqué que c'était un produit de rente, dont on ne voit dans l'immobilier ou celui qui le porte que celui qui veut encaisser de la rente. J'aimerais qu'on mette en avant justement l'aspect social ou sociétal de ces projets et de ces produits. Alors oui, on va laisser tomber un peu le bureau, même qui permet aux gens de travailler, mais aujourd'hui, l'engagement des acteurs pour dire, voilà, il faut qu'on revienne sur le logement, qu'on arrive à faire des logements abordables ou intermédiaires, parce que les Français en ont besoin pour se loger. D'ailleurs, la SPIM vient de signer avec d'autres organisations un protocole en ce sens-là avec le ministère du Logement. Quand on dit qu'il faut s'occuper des fonds sur la santé qui vont permettre de gérer demain nos cliniques, nos maisons de retraite, etc., on est en plein dans l'aspect sociétal. Et on a une implication sur le besoin ou l'accompagnement des besoins des sociétés qui est superbe important. Donc, il ne faut pas que s'arrêter, et ça, Mehdi le dit très bien, à l'aspect environnemental. On va faire les progrès qui sont nécessaires pour le faire. Mais je trouve que les fonds immobiliers sont parfaitement placés sur cet aspect sociétal. Ils le sont encore plus sur l'aspect gouvernance. Je rappelle quand même que le seul produit de placement qui tous les 3 ans, si ma mémoire est bonne, propose l'élection par tout le porteur de part de membres de conseils de surveillance qui vont contrôler la gestion des sociétés de gestion, ce sont les fonds immobiliers, ce sont les CPI avec les conseils de surveillance élus par tous les membres. Donc là encore, en matière de gouvernance, on n'a pas non plus beaucoup de leçons à recevoir et on a au contraire des exemples à donner. Alors à la fois par nos activités, tournées vers les évolutions sociétales que nous avons, et puis par nos modes de gouvernance qui valent au moins autant d'être mis en avant que les progrès ISR qu'on pourra faire. Merci beaucoup, merci Jean-Marc. Je vais maintenant prendre une question qui concerne les investisseurs. Commence-t-on à voir émerger des demandes émanant des investisseurs relativement au respect de critères ESG plus nombreux et chiffrés, plus précisément pour la détermination et la mise en œuvre des mécanismes de carry d'interest? Très précis. Jean-Marc, est-ce que vous voulez y répondre? Alors là, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit une société de gestion qui réponde que la SPIM. Nous, on n'a pas beaucoup d'intéressement. Voilà. C'est des mécanismes qui existent déjà ou qui ont déjà été utilisés, notamment tous ces carrés d'interest dans le private equity. C'est moins fréquent dans l'immobilier. Alors bon, je pense que ça pourra le devenir. Mais bon, je pense que ça va prendre quand même un tout petit peu de temps. En tout cas, pour l'instant, il ne nous est pas revenu à la SPIM de mécanismes qui adosseraient une rémunération de manière significative à la performance énergétique. Mais ça arrivera nécessairement dans des sociétés dont c'est l'étendard. Ce qu'on peut peut-être préciser, Sophie, c'est que selon Disclosure, les sociétés de gestion doivent rendre public la façon dont les risques en matière de durabilité sont intégrés à la rémunération. Donc de toute façon, pas spécifiquement sur le carry d'interest, mais il faudra dire comment la société de gestion et les équipes se rémunèrent en fonction de ces éléments ESG, des risques spécifiquement de durabilité. C'est une précision importante. Hein. Merci Xavier. On prend la prochaine question, donc toujours avec un aspect investisseur, mais la relation bailleur-locataire. Quelles mesures le bailleur, alors là c'est très concret, peut-il concrètement demander à son ou ses locataires pour l'aider à se conformer à ces critères ESG? Mesures éventuellement prévoir au bail. Voilà, je lis la question. Qui souhaite y répondre? Alors, moi, je peux juste préciser une chose. Qui dit ESG dit la capacité à collecter des indicateurs pour permettre d'évaluer les performances. On parlait de la BLISR tout à l'heure, où il y a des marges de progrès qui sont prévues dans les cadres des plans d'amélioration. Eh bien, l'une des choses importantes, c'est que quand on a des indicateurs qui dépendent des locataires, encore faut-il que ceux-ci puissent donner de l'information. Je pense aux consommations, à ce genre de choses. Donc, l'un des premiers éléments importants,
c'est d'avoir la capacité à collecter de l'information auprès de ceux qui occupent les bâtiments. Voilà. Moi, c'est une précision qui me paraît déjà assez importante en tant que telle. Merci. Est-ce que Jean-Marc, peut-être, vous souhaitez apporter Non, ben, tout ça aussi, ça s'automatise. Je rappelle qu'il y a quelques années, on criait à l'atteinte à la liberté quand on posait des compteurs, comme on s'appelle EDF, Linky, là, qui donnait la consommation exacte sans avoir besoin de la relever, qui permettait de l'analyser même. Hein. Ben, aujourd'hui, ce qui était conçu comme une atteinte à la liberté, ça pourrait bien être conçu comme le premier outil, voilà, de maîtrise de la consommation. Donc voilà, je crois qu'il y aura des progrès techniques, il y aura bien sûr on va peaufiner la nature et la rédaction des baux qui interviendront entre le propriétaire et le bailleur pour favoriser la transmission de ces éléments. Là encore, c'est quelque chose de naissant, c'est pas quelque chose qui était jusqu'à présent pratiqué. Et comme en immobilier, la relation avec les locataires, c'est plutôt une relation longue. Hein, et quand on a signé un bail il y a 8-9 ans, difficile de le modifier. On va le voir tout ça s'incrémenter au fur et à mesure de la signature de nouveaux baux et d'exigences ou de souhaits qu'on partagera. C'est pas tellement d'exigences qu'on aimerait partager avec le locataire dans la transmission de ces informations. Merci, on va continuer dans les questions. On en a encore quelques-unes. Hein, et comme on souhaite tenir le timing de fin qui est fixé à 10h15, on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, savez-vous si les fonds plus avancés en matière d'ESG bénéficient d'une dynamique de collecte plus forte par rapport aux fonds plus en retard? Elle est intéressante cette question. Existe-t-il des indicateurs en la matière via l'IEIF ou autre? Alors, est-ce qu'il nous a posé une colle, ce participant? Non, mais encore une fois, voilà, il faut juste reconnaître qu'on n'a pas beaucoup de recul sur cet aspect. Je rappelle que les premiers labels ISR, c'était fin 2021, sur des fonds qui ont soit ils sont tout neufs, et ils ont à peine commencé d'investir, et il faudra regarder peut-être sur une période un peu plus longue, 1 ou 2 ans, quelle est la conséquence sur leur collecte ou leur performance. Soit ils sont des fonds anciens qui viennent d'adopter ces politiques, et bien évidemment, c'est pas parce qu'on l'adopte, encore une fois, il faudra des travaux qui se mettent dans le temps, des choses, et on peut difficilement juger de l'effet immédiat de tous ces labels, parce que ça s'installera dans le temps. Par contre, sur l'aspect collecte, oui, on peut regarder quand même que ces fonds qui sont tous récents avec des politiques, ont de bons niveaux de collecte. Alors après, on fera peut-être un bilan, mais je crois que sur les 6 mois, c'est un peu compliqué. On fera un bilan soit en fin d'année, soit en fin d'année prochaine pour constater réellement Alors, il faut se méfier aussi des effets de mode. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui collecte beaucoup, la santé, le viager, donc on est encore sur des aspects extrêmement sociétaux. Et je ne sais pas si c'est le label ou le secteur d'activité qui est le plus important. Il faudra aussi faire le tri et analyser, mais ça... qui finance, Mehdi et Xavier, le front, pour essayer de voir exactement quelle est la bonne raison pour laquelle ces fonds collectent, le secteur, l'ISR. Et je pense que la réponse, elle ne sera malheureusement pas unique. Ce n'est pas uniquement le label ou l'engagement, ce sera le cumul de certaines choses, et y compris la performance, qui explique pourquoi, et notamment l'ISR, pourquoi ils collectent. Ce qu'on peut faire, c'est une analogie avec le monde des valeurs mobilières, parce qu'on a plus de recul sur le label ISR et sur la mise en œuvre de ces pratiques ESG. Objectivement, sur des fonds, les nouveaux fonds vont nécessairement devoir se poser très fortement la question dans leur levée. Est-ce que je me positionne sur quelque chose qui est neutre en ESG, ou bien je me positionne avec un niveau de ESG, et la réglementation européenne, elle est là pour ça. Est-ce que je me positionne sur un article 8 ou un article 9? Et à promesse égale ou à portefeuille égal, il est fort à parier que les investisseurs, notamment institutionnels, vont privilégier plutôt des fonds article 8 plutôt qu'un article 6, parce que pour eux, dans leur gestion et dans l'affichage qu'ils vont avoir de leur portefeuille ensuite, ce sera beaucoup plus évident en termes de communication et de reporting. Donc, on voit bien qu'il y aura une poussée qui progressivement va se mettre en place, certainement sur les nouveaux fonds. Sur les fonds qui sont fermés et qui ne collectent plus, je crois que l'histoire sera différente. Merci à tous les deux. Sur la question, alors il y a une question qui a été posée sur la formation prévue à destination des CGP, encore un peu à l'aise avec le label ISR. Je vois qu'il y a un premier élément de réponse qui a été apporté. Est-ce que vous souhaitez indiquer quelques éléments sur cette formation à destination des conseillers en gestion de patrimoine? Nous, on est prêt à accompagner la SPIM sur une session de formation, si elle le souhaite, sur un webinar, très volontiers, pour continuer à parler d'ESG.
Alors, Xavier, pas de confusion, hein. La SPIM, c'est pas les conseillers en gestion de patrimoine, c'est plutôt les sociétés de gestion. Alors, on était très proche d'eux, on tient compte de leurs remarques et de leurs réflexions. Ce sont les clients des sociétés de gestion. Voilà. Voilà. Ce que je dois peut-être souligner, voilà aussi, la personne qui a posé la question, c'est qu'il y a encore un petit écart entre ce que pensent les sociétés de gestion, hein, il faut se mettre à l'ISR, ce que pensent les assureurs qui ont une forte pression pour intégrer dans les unités de compte de leur contrat d'assurance, épargne retraite ou épargne salariale, des unités de compte ISR, et la perception qui n'est peut-être pas tout à fait la même voilà, de ces gens qui conseillent leurs clients parce qu'ils ont été moins proches que nous pendant un certain temps, tout ça. Alors, ça aussi, ça va se mettre en place. Hein, il faudra quand même un tout petit peu de temps voilà, pour leur acculturation à ce mécanisme. Et puis surtout, il va falloir leur démontrer, parce que c'est ça leur métier à eux, hein, c'est que ça a un intérêt pour leurs clients. Hein, alors, il n'y a pas que l'intérêt financier, heureusement, mais c'est aussi ça hein, qu'il va falloir communiquer comme passion au conseil en gestion de patrimoine. On le conseille à nos clients, à la fois parce que la performance est maintenue, et puis parce qu'il y a un engagement sociétal important. Hein, et c'est ça ce message qu'il faut arriver à faire passer, au-delà de la formation. On pourra le faire avec les associations de CGP, alors, voilà. bien entendu. On a encore quelques petites minutes. Alors sur la question du rôle que pourrait jouer le Property Manager dans la mise en place d'une stratégie ESG, le Property Manager qui a pris une envergure considérable hein, ces derniers temps, comment peut-il aider? Dans ces métiers immobiliers, il y a souvent eu des vedettes, hein, et puis il y a des gens qui étaient plutôt des gens de l'ombre. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que les gens de l'ombre commencent à prendre de la lumière. Pendant très longtemps, les sociétés de gestion, l'investisseur était le roi, l'asset manager commençait à revenir, et puis le property, c'était celui voilà, qui s'occupait, entre guillemets, hein, sans que ce soit péjoratif, de la soute des immeubles, des locataires. Et que dans toute cette évolution aujourd'hui, et cette amélioration des performances de nos immeubles, la proximité avec l'immeuble, le fait de s'en occuper, le fait de faire des budgets de travaux, de les piloter, etc., ça devient une activité essentielle. Je suis ravi justement pour les property managers. Voilà, la prise en compte de tous ces éléments va donner à ces métiers voilà, le lustre et l'image dont ils ont besoin pour justement pouvoir former, recruter des gens qui seront compétents dans ces domaines-là et apporter aux sociétés de gestion hein, ce dont elles ont besoin, parce que ce n'est pas l'asset manager au fond de son bureau, quelle que soit la ville dans laquelle il est, qui va s'occuper au quotidien de l'immeuble, c'est ces property managers. Donc voilà, moi je suis ravi pour eux voilà, que ce nouveau métier leur donne voilà, des moyens, leur donne des moyens et des objectifs qu'ils méritent largement. Ce qu'on peut dire, Jean-Marc, c'est que c'est aujourd'hui l'acteur clé, ou l'un des acteurs clés, dans la collecte des données, de suivi des immeubles, d'être capable pour rendre compte, le property manager est aujourd'hui l'acteur, le maillon essentiel dans toute cette chaîne. Donc, dans la mise en œuvre, bien entendu, mais également dans le retour d'informations qui permettent de rendre des comptes sur les promesses qui ont été faites. Alors merci à tous. Alors ça y est, l'heure de fin a sonné. On n'a malheureusement plus le temps de répondre à d'autres questions, mais je vous invite à continuer l'échange hein, avec Etifinance. En quelques minutes, hein, donc déjà merci à tous et à tous de votre intérêt. Donc un compte rendu va être publié, en tout cas la présentation de l'étude sur CF News Immo dans la journée. Tous ceux qui le souhaitent peuvent faire la demande de l'étude à Etifinance et il y aura donc un replay de cet événement. Merci Jean-Marc Colli pour votre temps et tous ces échanges très nourris. Merci à tous et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Sophie. Merci Sophie, merci Jean-Marc. Au revoir.